ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant. Le vol de mon tapis me conduit d'ordinaire hors de la vallée de Chamonix. Aujourd'hui, je retourne à la source, au départ de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. Depuis l'Antiquité, la vallée de Chamonix est un lieu de passage, le saviez-vous ? Elle permet de rejoindre Martigny dans le Valais suisse qui constitue un carrefour important. Alors ce sont les routes des cols qui sont empruntées et non les fonds de vallée bien trop souvent inondés pour être des lieux de passage sûrs. Le destin de la vallée bascule en 1741 lors de la visite de deux voyageurs britanniques, Wyndham et Pocock. À leur retour en Angleterre, ils donnent conférences dans lesquelles ils s'émerveillent des panoramas qui les ont marqués. De nombreux voyageurs, anglais pour la plupart, les suivront. Le phénomène ne fait que s'amplifier au XIXe siècle. Le Grand Tour, ce long voyage effectué par les jeunes hommes et plus rarement les jeunes femmes des plus hautes classes de la société européenne, passe par Chamonix. Pourtant, la vallée de Chamonix reste difficile d'accès. Chamonix est desservie depuis Sallanches par un chemin qui ne peut se parcourir qu'à cheval et en char démontable. En 1820, le trajet Genève-Chamonix dure 17 heures. En 1860, Napoléon III vient découvrir ces nouvelles provinces et ordonne la construction d'une route carrossable qui ouvre en 1867. Le trajet depuis Genève est réduit à 7h30, ce qui reste long. Les dernières décennies du XIXe siècle vont profondément modifier la physionomie des transports en France, avec un développement important des chemins de fer. À la fin des années 1870, le plan Freycinet prévoit la construction d'une ligne La Roche-sur-Foron-Bonneville, Cluses, Sallanches, Chamonix. La société PLM pour Paris-Lyon-Marseille reçoit d'abord la concession de la ligne La Roche-sur-Foron-Cluses qui ouvre en 1890. En 1886, la compagnie reçoit la concession à titre éventuel pour la section Cluses-Chamonix. Cependant, le premier projet envisagé prévoit des travaux gigantesques et notamment un percement de la montagne du Prarion. C'est très coûteux. Le PLM étudie donc une autre solution. Son choix se porte sur un tracé suivant l'Arve, comme l'A40 d'ailleurs aujourd'hui, et donc contournant la montagne du Prarion. En revanche, la voie devra remonter une gorge escarpée et pentue, ce qui nécessite des solutions techniques adaptées. Allez, c'est parti pour un fabuleux voyage au cœur de l'histoire du Mont Blanc Express, vu du dessus. Départ pour l'aventure depuis la gare de Saint-Gervais-les-Bains-le-Fayet. Cette gare assure la jonction entre la voie métrique et la ligne à voie normale issue de la Roche-sur-Foron via Bonneville, Cluses et Sallanches. Le tronçon entre le Fayet et Chamonix est construit en 2 ans, ce qui est une prouesse technique incroyable. Ça semble vraiment peu, vu les ouvrages d'envergure qui devront être construits le long des presque 20 km de voie. L'aventure commence dès le kilomètre 4, à Chède, avec un premier franchissement de l'Arve. En pleine pente, ce pont comporte à la fois une travée métallique de 45 mètres en poutre en treillis, ainsi qu'une arche maçonnée de 12 mètres. Cet ouvrage incroyable, mixte, alliant métal et maçonnerie, est surplombé du non moins impressionnant viaduc des Aigras qui, depuis 1983, est le tronçon montant de la RN 205. Le tracé du Mont Blanc Express devait initialement être réalisé entièrement rive gauche de l'Arve, mais en 1895, une crue du torrent de la Grille, aux Ouches, provoque d'importantes destructions sur les terrains qui auraient été affectés à la ligne. Le tracé est donc modifié pour passer en rive droite dans le secteur des Ouches. Pour traverser la vallée, un imposant viaduc de pierre est érigé un peu en aval des Ouches, le fameux viaduc Sainte-Marie. C'est un ouvrage maçonné plutôt impressionnant qui barre l'entrée de la vallée de Chamonix à un endroit où elle est très resserrée. 8 arches, dont une arche centrale de 25 mètres d'ouverture à 52 mètres au-dessus de l'Arve.
Mais à bien y réfléchir, c'est impressionnant aussi de passer en dessous, en voiture, pour quitter la vallée de Chamonix. Après cela, le pont de Clertan entre Les Ouches et Tacona me semble tout petit. Il est composé d'une seule arche de 25 mètres au-dessus de l'Arve. Tout au long du parcours, j'ai remarqué de nombreux ponts métalliques en treillis, tous datent de 1900. Les travaux commencent en juin 1899. Outre le viaduc, l'entreprise la plus importante est la construction de 2 centrales électriques, celle de Servoz et celle des Chavants. Elles alimentent directement le rail conducteur à leur proximité immédiate. Ceci permet une alimentation satisfaisante sur tout le tronçon Le Fayet-Chamonix. Les premiers essais se déroulent en janvier 1901, complétés des essais de freinage et de redémarrage en pente, et tout se passe à merveille. L'ouverture au public de ce tronçon a lieu le 25 juillet 1901. Un immense succès commercial s'ensuit immédiatement. Le deuxième tronçon relie Chamonix à Argentières sur une distance de 8 km 269. Il est d'un profil plutôt facile comparé au premier et ne comporte pas d'ouvrage d'art spectaculaire. Sa réalisation ne pose pas de difficultés majeures et il est inauguré le 25 juillet 1906. Il reste à construire le dernier tronçon pour rejoindre Valorcine. Ce dernier tronçon doit franchir le col des Montets par le plus long tunnel de la ligne, 1883 mètres de long. Les travaux du tunnel sont adjugés à l'entreprise italienne Catella e Minigio, la moins-disante de l'appel d'offres. Elle commence le percement le 13 août 1905. Au départ, on table sur un achèvement au printemps 1906 pour ouvrir le dernier tronçon français en même temps que la ligne suisse. Néanmoins, le chantier du tunnel se révèle beaucoup plus difficile car les terrains sont de mauvaise qualité par endroits et sujets à d'importantes infiltrations d'eau. Au printemps 1906, seuls 20% du souterrain sont percés. À ce moment, un accident de mine tue un ouvrier et en blesse grièvement un autre. Les ouvriers font grève et obtiennent une augmentation de salaire. Peu après, des pluies d'orage provoquent des infiltrations pires que d'habitude et endommagent le chantier. L'entreprise Catella e Minigio finit par déposer le bilan. La suite du chantier est alors confiée à la deuxième entreprise la moins disante. Pour éviter les infiltrations, le nouvel entrepreneur décide de travailler l'hiver quand les sources sont gelées. Mais en mai 1907, les infiltrations atteignent 40 mètres cubes par minute. Il faut alors employer les grands moyens et injecter du ciment sous pression. Le percement est enfin achevé le 1er novembre 1907 à 3h du matin. Ce tronçon est tout de même inauguré le 1er juillet 1908. Il mesure 9 km 6. Une fois sorti du tunnel, c'est tellement beau. La vallée des ours avec le torrent de l'eau noire qui la redescend, c'est un peu le tableau que l'on peint quand on s'imagine dans un paysage de montagne. Des rochers, des mélèzes, de la mousse bien verte, quelques chamois descendus un peu bas chercher nourriture et des rayons de soleil qui viennent faire resplendir tout ça. À partir de l'inauguration de la ligne en 1901, le PLM l'exploite selon les plans initiaux et seulement à la belle saison. La période, qui s'étend jusqu'aux années 1950, est la plus rentable de toute l'histoire de la ligne. Le trafic marchandises est relativement soutenu. Le train achemine dans la vallée de Chamonix des biens de consommation et d'équipement et en sens inverse prend en charge les productions montagnardes, par exemple du bois, des pierres ou du bétail. Le train convoie même de la glace extraite des glaciers vers la région lyonnaise. À la belle saison, 50 tonnes de glace sont ainsi expédiées quotidiennement depuis la gare des Bossons. Après la Première Guerre mondiale, le tourisme reprend de plus belle. Les premiers Jeux Olympiques ont lieu à Chamonix en 1924. Les besoins de transport en hiver augmentent. L'exploitation est assurée à longueur d'année à partir de 1920, mais seulement jusqu'au Thym. Au-delà, l'enneigement et les risques d'avalanche sont trop importants. Le tronçon entre Montroc et la frontière suisse est desservi pour la première fois à l'hiver 1935. En 1997, la SNCF, le Conseil régional Rhône-Alpes dans le cadre du programme TER et la compagnie du Martigny-Châtelard se sont associés pour acheter 5 rames modernes de la série Z800, les fameux trains rouges et blancs qu'on voit passer dans la vallée de Chamonix. Ces rames sont qualifiées de rames d'interconnexion car elles assurent des navettes directes entre la France et la Suisse, entre Saint-Gervais et Martigny, dans le cadre de services appelés Mont-Blanc Express.
Les passagers passent donc la frontière sans changer de train. Seul le personnel de conduite et d'accompagnement change. Prendre le Mont Blanc Express, ce n'est pas simplement se déplacer dans une vallée hors du commun. C'est aussi vivre une aventure en montagne, splendide et vertigineuse. Et si vous n'avez pas de tapis volant, suivez la RN 205 de Saint-Gervais à Chamonix. À vol d'oiseau. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.